sur la question de l'acceptabilité. Alors voilà, justement, la question qui était posée de savoir quelles sont les énergies, renouvelables qui sont contestées ou celles qui ne le sont pas. Alors ce que je voulais mettre en avant, le fait, c'est qu'il y a ce que j'appelle l'acceptabilité sociale générique, c'est-à-dire celle que l'on voit à travers par exemple des sondages comme celui-ci qui a été fait en 2021. Bon, c'est pas très vieux, mais ça peut commencer à dater, les choses vont très, très vite, où on s'aperçoit donc, c'était une évaluation de l'image, des différentes sources d'énergie. Donc vous voyez à gauche, vous avez, l'indication du type d'énergie renouvelable considérée et vous avez ce qu'on appelle le total bonne image. Donc en tête, c'était l'hydroélectricité, géothermie, gaz renouvelable, photovoltaïque, voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi dans mon jargon l'acceptabilité sociale générique. C'est-à-dire que, on pose des questions aux gens, mais c'est plutôt une déclaration d'un monde idéal, sans forcément que les personnes soient, confrontées, ce que j'appelle le changement de paysage, alors que ce soit un changement de paysage très local, à côté de chez soi ou un changement de paysage dans son territoire dans lequel on habite. En revanche, donc, il y a ce que j'appelle le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a une bonne image des énergies renouvelables et de l'autre, on a, ce qu'on peut appeler une appropriation locale, complexe. À gauche, vous avez, des éléments qui ont été, retirés, d'éléments que j'ai trouvés sur le site internet, hein. Donc, pourquoi le conseil municipal, alors j'ai rayé le conseil municipal s'oppose à un projet de centrale photovoltaïque. Un avis défavorable, de la commission départementale de la CDPENAF, sur un projet, c'est en février 2021. La société veut installer un parc de panneaux photovoltaïques sur un terrain privé, une aberration pour un collectif de riverains. Et à droite, vous avez donc le travail qui a été fait par le Conseil économique, social et environnemental suite à la saisine par l'ancien Premier ministre Jean Castex sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique. Et j'ai bien aimé la façon dont ils ont, intitulé leur rapport, donc «Transition subie» ou «Transition choisie?» point d'interrogation. Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport, hein, qui est en ligne bien évidemment sur le site du CESE, et qui donne, vraiment beaucoup, d'éléments d'information sur toutes les énergies, renouvelables. Enfin, en tous les cas, le résultat est que d'un côté, on a une acceptabilité sociale qui semble bonne et de l'autre, on a une difficulté, d'implantation des projets sur les territoires. Alors, c'est quoi l'acceptabilité? Donc l'acceptabilité par rapport à l'acceptation locale, bon, je ne vais pas me lancer dans un grand cours. En plus, il y a des universitaires dans la salle, ils seraient beaucoup plus calés que moi. En tous les cas, donc il y a plusieurs définitions, je ne vous les ai pas mises. C'est quelque chose qui n'est pas stabilisé, puisqu'il y a des questions de dynamique, des questions de perception, des questions il y a acceptabilité quand on est en capacité de rediscuter la technologie en tant que telle. Il y a acceptation plutôt quand on est quelque chose, dans le cadre, d'une technologie, bah, qui va être, choisie et le territoire, peut accepter ou pas le projet. Enfin voilà, des terminologies différentes. Enfin, en tous les cas, il y a une réalité, c'est que pour les énergies renouvelables, on peut dire qu'il y a une bonne acceptabilité sociale, qu'en revanche, dès on arrive à l'échelle du territoire, ça devient plus compliqué. Donc on est plus sur des problématiques d'acceptation locale, voire d'appropriation. Ça, c'est un terme qui est utilisé dans la méthanisation par notamment GRDF, hein, qui a lancé le terme d'appropriation locale. Est-ce que le projet va être approprié ou pas? Qui peut être aussi à de l'acceptation, mais pas toujours. Alors nous, on s'est fait notre modèle, hein, on a construit ça avec, l'équipe sociologue de l'université de Toulouse et du CNRS. On s'est dit: «Il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi les mécanismes qui sont impliqués dans la dynamique d'acceptabilité ou dans l'acceptation locale», pour essayer de voir où on peut agir, hein, et où le porteur de projet peut agir puisqu'en fin de compte, on est dans une échelle, opérationnelle, il faut que les choses puissent se faire. Donc de dire que l'acceptabilité va naître d'un projet qui rencontre un territoire, bon, ça paraît assez, trivial. Si on ouvre les boîtes, on s'aperçoit qu'on est sur des choses un petit peu moins évidentes, que bien évidemment pour le territoire, il y a les fameuses interactions entre les parties prenantes, le fameux cartographie, des acteurs, des parties prenantes, le rôle.
des uns et des autres. Ça, j'y reviendrai plus tard. C'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de prendre beaucoup moins d'importance avec, les nouvelles façons d'agir de la société. En revanche, les perceptions, s par la les acteurs du territoire, les habitants du territoire sont vraiment des éléments, fondamentaux, dans la façon dont un projet va être perçu, reçu. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que l'acceptabilité ou l'acceptation locale, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a le territoire qui joue, la façon dont, il est perçu, mais il y a aussi le projet en tant que tel et ça a été une approche qui a été très intéressante dans cette, démarche de recherche. C'est qu'on a vu qu'il y avait 3 grandes dimensions qui intervenaient dans l'acceptabilité ou en tous les cas dans l'acceptation locale, qui étaient donc le contenu du projet, la dimension technico-économique, agronomique, là, puisqu'on est, on est sur de l'agrivoltaïsme, mais qui sont des choses très matérielles, mais qui ne prennent compte qu'un tiers dans, la perception, positive ou favorable d'un projet. Alors quand je dis un tiers, on n'est pas dans des sciences exactes, hein, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais ce sont des ordres de grandeur et que 2 autres dimensions sont fondamentales en termes d'acceptation locale, sont, les relations entre le porteur de projet, le projet et le territoire et ce qu'on peut appeler la gouvernance locale, du projet. On n'est pas dans la gouvernance, au sein de l'entreprise qui développe le projet, mais bien la gouvernance locale du projet et le 50-50. Là encore, ce n'est pas une science exacte, c'est pas f exactement 50-50, ça peut être 45-55 ou 40-60, mais peu importe, ou 60-40, peu importe, ce sont des ordres de grandeur, ce qui veut dire que le projet lui-même, il a déjà quelque chose à dire, à faire en termes, d'acceptation, locale, indépendamment presque du territoire dans lequel il est. Mais on est bien sur un binôme, projet-territoire qui va créer, cette, acceptation, ces appropriations, locales. Donc les contraintes de l'agrivoltaïsme, donc on va les voir ensemble parce que je pense que, ceux qui sont dans l'agrivoltaïsme, vont les reconnaître. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, pour les faire remonter. Donc, le projet, donc ça, c'est la loi d'accélération des énergies renouvelables ou qu'on peut, semblerait-il, appeler dite d'accélération, parce que le monde professionnel, est assez dubitatif sur le fait que ça va accélérer ou pas. Enfin bon, on va fermer la parenthèse. En tous les cas, ça a permis de préciser ce qu'on entend par agrivoltaïsme. Ça, c'était important, notamment dans la relation avec les services de l'État. Donc l'idée, c'est, de contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Voilà. Ça, c'est, les contraintes les contraintes ou les avantages de l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un avantage pour le monde agricole. C'est pas juste de l'utilisation du foncier. C'est vraiment c'est du gagnant-gagnant, hein, comme on se plaît à dire assez facilement. En tous les cas, c'est écrit comme ça et ça va être vu comme ça par tous les acteurs heu, du du territoire, ceux qui font la promotion du développement des énergies renouvelables, donc que ça soit les différentes institutions et les acteurs, que sont les développeurs. Donc là, il y aura obligation d'être dans cette démarche d'un bénéfice, réciproque et ça répond en partie aux questions que j'ai vu poser tout à l'heure, de quel type d'agriculture? Ben ça veut dire que c'est pas forcément, au développeur tout seul à réfléchir dans son coin, mais c'est bien une interaction, un échange, avec le monde agricole, de savoir qu'est-ce qui pourrait être pertinent, en termes de d'ac d'installation, pour fabriquer l'énergie, agrivoltaïque, mais qui puisse en même temps apporter quelque chose à l'agriculteur et ça, pour le coup, on est bien vraiment sur des spécificités, territoriales. L'instruction, on va avoir la CDPENAF qui va avoir un avis conforme, donc monte en puissance, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'est pas question, d'arriver avec un projet dans la CDPENAF, qui, bah, ne répond pas aux critères du CDPENAF et peut-être d'un projet tellement abouti que si jamais ça passe pas, bah, ça passe pas. Donc, là aussi, gardons un peu de liberté dans la démarche. Les positions des directions, départementales, hein, qui vont être de plus en plus, importantes. Jusqu'à présent, il y avait toujours, un flou entre, pas de changement d'usage du sol, donc ça reste du permis de construire ou changement d'usage du sol, donc ça
bascule au niveau, des DDT, ICPE, il semblerait que là, on aille vraiment de plus en plus sur une instruction, des DDT, mais après que les collectivités, se soient prononcées pour les fameuses identifications des zones d'accélération, qui vont être aussi, pilotées par la préfecture. Enfin, il y a tout un dispositif qui est mis en place, qui fait que les acteurs du territoire vont, être beaucoup plus impliqués. Donc il va bien falloir être dans une démarche, transversale, collective. Les élus, donc je viens de le dire, une nouvelle responsabilité avec les zones d'accélération, plus de pression des citoyens, puisqu'on est en zone rurale, hein, pour l'instant, l'agrivoltaïsme, on ne l'installe pas en ville, hein, par définition. Donc on va être dans des zones très rurales, avec des petites collectivités, des élus qui sont en prise directe avec les citoyens, avec des enjeux, très forts, en termes d'identification de zones d'accélération. Donc il y aura celles qui auront la capacité à recevoir des énergies renouvelables et en facilitation d'instruction. Je ne pense pas que les zones d'accélération vont empêcher de mettre, des énergies renouvelables ailleurs sur le territoire, mais enfin, en tous les cas, il y a des zones ciblées, donc il va y avoir de la pression très forte des citoyens. Le monde agricole, donc il y a une diversité, des organisations, hein. Bon, ça, tout le monde le sait quand on rentre dans le monde, agricole, c'est que c'est un monde qui est structuré. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais très structuré. Donc il y a des chambres, il y a des coopératives, il y a des syndicats, il y a des syndicats de d'irrigants, par exemple. Donc il faut faire avec cette diversité d'organisation, les citoyens, on va avoir donc, en termes de contraintes, deux grandes contraintes. C'est pour ça que ça rejoint, les problématiques, du les problématiques de l'éolien. C'est qu'on a des contraintes, à la fois donc heu, de de contraintes de voisinage, hein, le fameux NIMBY, Not in my backyard, qui sont relativement liées à la question du paysage, mais pas que. Et il y a la question du modèle agricole, quel est ce nouveau modèle agricole, qui arrive? Puisqu'il est quand même sous le modèle agricole est de plus en plus contesté. Dans la méthanisation, c'est aussi une des oppositions, de principe qui est on refuse la méthanisation parce que c'est le prolongement d'une agriculture intensive qu'on ne veut plus. Là, le modèle agricole est questionné. Le modèle agricole est questionné à travers l'agrivoltaïsme comme il un peu différemment que dans la méthanisation, mais quand même, ça veut dire qu'on va avoir synergie entre 2 types de contestations. Les personnes qui sont inquiètes des modifications du paysage et des personnes qui sont plus sur des approches, dogmatiques, on va dire, qui vont dire: «Mais, c'est quoi l'agriculture, qu'on nous réserve, à travers cet agrivoltaïsme?» Et là, on retrouve donc les riverains, les habitants, des associations environnementales, des associations anti-projets, qui se créent. Donc ça, ce sont les contraintes de l'agrivoltaïsme, qui sont des contraintes, que l'on retrouve pour la plupart des énergies renouvelables, hein, la question a été posée tout à l'heure. Sauf que là, on a une spécificité, c'est qu'on est, on vont pas être attaqués sur le fait que, comme les éoliennes, que c'est une filière qui n'est pas, pour certains, viable d'un point de vue, heu et cycle de vie complet. Mais là, on va plus s'attaquer sur, le modèle agricole qui est mis en jeu et on rejoint un peu la problématique de méthanisation. Enfin, en tous les cas, le résultat est qu'on va avoir 2 types de contestation. Une contestation très locale. Mon cadre de vie est changé. On parle du paysage, mais c'est plus largement le cadre de vie. Heu, mais quid de ce modèle agricole qu'on est en train de nous imposer? Voilà. Donc, ceci étant dit, donc je vous ai présenté l'acceptabilité en général, les contraintes de l'agrivoltaïsme, donc, bon, je vois que vous discutez entre vous, mais ça, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est aussi l'endroit où on peut trouver des réponses à ces questions. Par rapport à cette liste des contraintes d'agrivoltaïsme, donc ceux qui sont, dans ces projets-là, est-ce que par rapport à ce que j'ai identifié, est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous vous retrouvez? Avant qu'on aborde les retours d'expérience, de dire comment on peut, lever ces contraintes. N'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire en toute liberté, hein, si j'ai oublié des choses importantes, on est aussi là pour le compléter. C'est l'avantage d'être à plusieurs, on réfléchit mieux.
Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc je pour ça que je marque un petit temps d'arrêt, tant que ça vienne jusqu'à moi. Soyez plus précis, d'accord. Merci. Plus précis, OK, bah, écoutez, on va être plus précis, on va être plus précis à travers donc les retours d'expérience que je vais, vous décrire. Je pense que ça va apporter de la précision. Donc, la clé de la réussite, ça c'est le positionnement, qui, pour toutes les énergies renouvelables. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler sur la conduite de projets, et de changer légèrement la conduite de projet pour avoir des effets de levier, importants en termes d'acceptabilité, en termes de synergie autour de votre projet et en termes de création de confiance, puisqu'en fin de compte, c'est ce qui est recherché. Donc, les règles que je me propose de vous, que je me propose de vous décrire, c'est, d'un côté, donc le point de départ, on arrive sur des projets, où, le monde agricole, réservé, voire, opposé. Donc, bien sûr, il y a les agriculteurs, les premiers er concernés, qui peuvent être intéressés, mais il y a le monde agricole est complexe, hein. C'est pas parce que vous parlez à un agriculteur, que vous avez, l'accord de tout le monde agricole. Qu'on a de plus en plus d'élus, qui sont, réservés, qui sont inquiets, des retours de certains administrés. Donc c'est ce que je disais, tout à l'heure. Ils ont une pression, très forte de leurs citoyens, de leurs administrés. Les services de l'État ne sont pas complètement objectifs, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une zone, où il y a, beaucoup de flou, hein, la loi d'accélération de l'énergie va peut-être préciser, mais il y a beaucoup de flou, donc n'oublions pas que les services instructeurs sont des gens comme vous et moi, qui, sont là pour, appliquer la loi, mais les lois sont tellement, complexes, qu'il y a toujours des zones de flou et que ces zones de flou sont sujettes à interprétation et que là, bah, on est face à des personnes qui vivent sur un territoire, qui sont influencées par le territoire et qui peuvent, inconsciemment, avoir peut-être de temps en temps, plus un regard citoyen qu'un regard, service instructeur et qui entraîne certaines incompréhensions de la part des développeurs qui ne comprennent pas, pourquoi les services de l'État, font ce qu'ils appellent du blocage. Voilà. Donc, on est sur quelque chose, on est dans l'humain, hein, on est dans quelque chose qui bien évidemment qui est cadré, mais qui est dans un cadre où il y a un peu de flou et qui permet donc des interprétations et ne soyons pas surpris de ça. Faisons en sorte de justement de se servir de cette dimension locale humaine pour, renforcer, la convergence autour de votre projet. Des habitants inquiets, bon ça va pas forcément, s'arrêter tout de suite, hein. Je pense que dans quelques années, on va retomber sur quelque chose de plus serein, mais en tous les cas, on est dans une zone d'inquiétude très forte. J'observe tous les jours sur le territoire qu'il y a, une tension de plus en plus forte sur le terrain, qu'il y a des personnes, qui montent très, très vite en opposition, en contestation, opposition, voire agressivité, assez forte, hein. Donc, ça, c'est une vraie réalité du terrain que j'observe depuis les dernières élections. Je ne sais pas pourquoi, ou si c'est la covid, je ne sais pas quel est le facteur déclenchant ou les incertitudes, mais on est sur des actions, de terrain où on trouve de plus en plus de personnes, qui sont dans une approche très radicale, hein, très contestataire et avec lesquelles, il faut être très vigilant quand même. Et des riverains donc farouchement opposés, donc qui créent facilement des associations. Donc là, il y a de plus en plus d'associations, qui se créent, spontanément qui vont chercher des appuis avec des associations, beaucoup plus structurées, à l'échelle, nationale, et ces associations pourront être des relais, pourront être des relais donc, sur des recours ou des choses comme ça. Alors le point d'arrivée des projets qu'on accompagne, c'est qu'on arrive à créer les conditions, pour qu'il y ait un monde agricole qui soit au moteur ou au moins neutre, hein, pas en opposition, qu'on a aussi, des élus, que l'on va faire évoluer et qui vont arriver
à être en plutôt supporter, voire neutre, hein. Donc l'objectif, c'est bien de faire en sorte que, au maximum, les gens viennent soutenir le projet. Donc là, c'est ce qu'on appelle, hein, dans l'iceberg, hein, c'est le relationnel avec le territoire et voir la gouvernance locale, hein. C'est soit le relationnel, bon, on essaye de gagner la neutralité, soit dans la gouvernance locale, on essaye de faire en sorte que certains acteurs participent, au projet. Alors quand je dis «participent au projet», c'est pas forcément qu'ils rentrent dans un dispositif financier ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait des mises en place de justement, d'éléments qui vont favoriser cette, participation locale, cette gouvernance locale. Donc là, il y a toute une série de dispositifs qui existent, qu'on peut mettre en place et qui vont favoriser, la participation des uns et des autres au projet et je le répète, qui c'est pas une participation, financière uniquement, même si de temps en temps, ça peut être un élément facilitateur. Une objectivation des services de l'État, donc ça, c'est très important. Il faut absolument, je vous l'ai dit, précédemment, prendre en considération le fait que ce sont des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire, qui sont soumis à des influences, qui sont soumis aussi qui vivent sur le territoire, donc qui aiment leur territoire et qui peuvent, être en tant que citoyens, ne pas être toujours, en phase avec certains projets. Donc il faut leur donner les moyens de faire leur métier le plus objectivement possible. Voilà, il faut que vous aidiez les développeurs doivent aider les personnes, qui sont prêtes à les aider. Ça, c'est un peu, la difficulté, c'est-à-dire que c'est une charge supplémentaire, mais qui est vraiment, qui doit être prise en compte. Il ne faut pas attendre que les gens fassent parce qu'ils doivent le faire. Ça marche plus tout à fait comme ça. Il y a, besoin de créer une dynamique positive autour du projet. On arrive à rassurer les habitants. Alors bien évidemment, certains riverains sont toujours opposés. Ça, il faut aussi prendre acte du fait que dans toute démarche de rencontre d'un projet avec un territoire, vous n'aurez jamais 100 des personnes contentes. Heu, L'idée, c'est, de faire en sorte que les personnes qui sont vraiment opposées, bah, elles soient le moins nombreux possible et surtout qu'elles n'aient pas une capacité d'entraînement des autres acteurs. Le rôle de développeur actuellement, c'est de se dire: «Comment je peux faire pour, faire en sorte que ce que j'appelle les irréductibles opposants restent, minoritaires et que je parle d'une façon, intelligible, cohérente, aux autres acteurs du territoire». Donc dedans, je mets le monde agricole, les élus, les services de l'État, les habitants, et les riverains. Voilà, donc ça, c'est le challenge, qu'il faut, vraiment réussir. Les réactions des citoyens sont très liées aux tailles du projet. Bah, oui et non, oui et non. Donc bien évidemment, plus le projet va être grand, vous avez raison, plus la probabilité, d'avoir des réactions, est importante. En revanche, nous accompagnons de petits projets qui ont aussi, des réactions, très, très vives. Donc c'est pas absolument, vrai dans tous les cas, mais vous avez raison qu'en termes, si on va dire statistiques, plus le projet est grand, plus, on a des chances ou une probabilité, d'avoir de la contestation. Donc il y a des questions intéressantes, on y reviendra. Là, je vois quelqu'un qui se pose la question de savoir, toujours pareil, la grille PV par rapport aux toitures, l'agroforesterie, mais je pense qu'il y a pas de solution unique. En revanche, vu les feuilles de route, qui sont, identifiées pour atteindre la neutralité, carbone en 2050, il y a vraiment, besoin, de travailler sur, des projets en quantité et en surface importante. Après, bien évidemment, il y a toujours des calculs de rentabilité, hein, de faire de la toiture, ça pourrait être, efficace, mais l'investisseur, c'est le particulier, donc c'est vous et moi, hein, qui décidons ou ou pas d'investir sur notre toiture, alors que sur des parcs, bah, c'est pas tout à fait le même type d'investissement et donc on est dans des dynamiques différentes. C'est-à-dire que les acteurs, du développement des énergies renouvelables ne sont pas les mêmes selon les modalités que l'on choisit. Donc en retour d'expérience, donc là, je vais rentrer dans le détail, hein, puisqu'il y a des personnes qui ont demandé d'être plus précis, beh, je vais l'être. Donc les ingrédients de la réussite, je vous donne un peu les recettes. Donc rappelons-nous, qu'on est bien dans quelque chose, qui se joue, à part égale entre le territoire et le projet. Donc oublions, oublions les démarches de pédagogie, intensive, en disant: «On va bien expliquer aux gens notre projet, on va faire venir
des spécialistes, et vont tout comprendre et tout va bien se passer. Bon ça n'existe pas, ça n'existe plus, peut-être que ça a marché un jour. On est dans une interaction obligatoire et la première interaction vient du projet en lui-même. C'est-à-dire que, rappelons-nous, hein, il y a 50 à la louche de responsabilité dans l'acceptabilité et l'acceptation locale, que ça peut être, découpé en 3 domaines: le contenu, technico-économique, agronomique, du projet, les relations au territoire et la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, déjà sur le projet en l'analysant. Donc déjà, la première chose à faire mais vraiment ça fonctionne très, très bien, c'est de connaître son projet en termes d'acceptabilité. C'est-à-dire dans mes 3 domaines là, les 3 parties de l'iceberg, qu'est-ce qui va faire chiffon rouge ou qu'est-ce qui va être plutôt, facilitateur, de l'acceptabilité? Donc ça, ce sont des choses qui sont maintenant existantes, hein, c'est pas il y a pas très longtemps, mais il y a des approches qui permettent de faire cette analyse et déjà on sait dans les 50 qui sont notre responsabilité du projet, où sont les axes d'amélioration? C'est-à-dire qu'on est vraiment là, typiquement, encore dans les approches très amont du projet. C'est-à-dire qu'on peut le faire dès les études de préfaisabilité, parce que le projet, on sait à peu près, comment il va être structuré. On sait un peu moins les relations qu'on va mettre en place ou la gouvernance, mais en tous les cas, c'est déjà, une approche très amont qui nous permet d'être, très rapidement efficace en termes d'adaptation, du projet au territoire. Dans un deuxième temps, connaître la sensibilité du territoire. Alors là, j'insiste lourdement, je me permets de le faire, hein, parce que ça, c'est mon retour d'expérience après 12 ans de travail dans ce domaine-là. C'est que tous nos clients nous demandent la cartographie des parties prenantes, donc nous le faisons, parce que c'est important de savoir à qui on a affaire, mais il faut savoir que c'est complètement, heu bacboulé par le fait que l'on a, des actions citoyennes de plus en plus fortes, de plus en plus, réactives, et qui peuvent, complètement annihiler, des relations établies entre des parties prenantes. Je cite un exemple, le nombre de développeurs qui me disent, «On a fait prendre une délibération par le conseil municipal, ils étaient d'accord et quelques mois après, non seulement ils sont plus d'accord, mais le maire rentre dans les opposants». Ça devient, monnaie courante et ça, c'est dû à quoi? C'est dû que, les citoyens que nous sommes d'ailleurs, entre parenthèses, hein, regardons-nous, nous avons une capacité à agir assez rapide, sont de plus en plus force de pression et que les élus font très, très, très attention, comme toujours d'ailleurs, mais là encore plus attention à ce qui se passe sur leur territoire. C'est-à-dire ce qui est vrai le jour J ne l'est plus le jour J+1 en termes de, cartographie des parties prenantes et de qui fait quoi sur le territoire. Et ça, c'est vrai pour les élus locaux, ça veut dire à l'échelle de la commune, c'est vrai aussi pour les élus qui sont toujours locaux, mais qui le sont un peu moins, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, le conseil départemental, les COMCOM. Ils sont tous, en interaction, bien évidemment. C'est important de savoir qui fait quoi sur le territoire, mais c'est plus la solution. C'est-à-dire que ne cherchons plus, l'acteur principal qui va apaiser, le territoire et qui va indiquer, une feuille de route en disant: «Voilà ce qu'on peut faire sur ce territoire». Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, donc tous les acteurs du territoire, y compris les préfets, sont en train, de, veiller, d'écouter ce qui se passe sur le territoire et sont très, très, très attentifs. Si un projet crée trop de perturbations, et ben, vous n'allez pas avoir beaucoup de gens qui vont venir vous aider, hein. Rappelons-nous, l'objectif d'une démarche d'acceptabilité, c'est de faire en sorte que vous puissiez aider tous ceux qui sont prêts à vous aider. Voilà, c'est l'objectif. En revanche, tous ceux qui sont prêts à vous aider, si vous ne faites pas les efforts nécessaires et que si ça se passe mal sur le territoire, ils vont se reculer, ils vont changer d'avis et vous n'aurez plus de supporters. Donc les 2 premières actions, connaître son projet en termes d'acceptabilité, connaître la sensibilité du territoire, pas en termes d'interaction entre les parties prenantes, mais bien en termes de perception, quelles sont les perceptions qui existent sur ce territoire? Quelle est la sensibilité du territoire? Vous avez déjà là des éléments essentiels qui vont conditionner la réussite de votre projet, en termes d'appropriation locale, en termes d'acceptation locale et ça, vous pouvez le faire sans avoir discuté avec qui que ce soit sur le territoire. Il y a des process, il y a des méthodes, il y a des outils
qui permettent de faire ces analyses, et qui sont vraiment très, très, très riches d'enseignements et qui permettent d'éviter aussi de fermer, des hypothèses, hein, puisqu'on est en étude de préfaisabilité, ça vous permet d'éviter de fermer des hypothèses, parce que quand on ferme une hypothèse, si quand ça devient trop chaud sur le territoire, vous êtes obligé de la rouvrir, ça va coûter très cher. Donc là, ça vous permet de gagner du temps et gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à votre entreprise. Dans un deuxième temps, il faut, structurer, le type de dialogue que l'on va mener avec le territoire. Voilà, hein, puisqu'on est bien maintenant dans des situations on est bien dans des situations, pour le dans lesquelles je pense qu'il est quasiment maintenant impossible, qu'un projet, soit mené, en voulant passer sous les radars et en déposant au dernier moment le projet, les demandes d'autorisation. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui existent, hein, mais je pense que c'est quasiment fini. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en ouverture, en dire quel type de dialogue je vais avoir avec mon territoire. Et ça, quand je dis quel type de dialogue, c'est bien sûr, il y a du formalisme, hein. Est-ce qu'on est dans de la formation? Est-ce qu'on est dans de la consultation? Est-ce qu'on est dans la concertation? Est-ce qu'on est dans la co-construction? Et ça, c'est avec des niveaux d'engagement qui sont très différents. Donc c'est pour ça que j'ai écrit stratégie entre parenthèses. Ça veut dire que quand vous avez pris connaissance de votre potentiel d'acceptabilité de votre projet, la sensibilité du territoire, vous êtes en mesure de faire une analyse de risque et à partir de cette analyse de risque, c'est-à-dire quels sont les points forts du projet? Quels sont les points de vigilance en termes de de risque de contestation? Et à partir de là, vous mettez en place une stratégie d'acceptation, d'acceptabilité, qui va avoir des conséquences sur ce que vous allez pouvoir faire dans bouger au niveau du projet ou ce que vous allez pouvoir engager comme, hem engagés, pour dialoguer avec le territoire. Donc c'est bien de la stratégie dont on parle, la stratégie d'entreprise, hein. Ça, c'est vraiment important. Le chef de projet ne doit pas être tout seul, dans cette dynamique parce qu'il a besoin, de certitude au niveau de sa hiérarchie, au niveau des équipes techniques qui vont l'accompagner, de savoir comment on peut faire évoluer le projet, même si ce ne sont pas des évolutions techniques. Je le répète, il n'y a pas que le contenu du projet qui peut bouger, il y a les parties relationnelles et les parties gouvernance locale. Donc il faut connaître les possibilités d'ajustement du projet en 3D, ce que je viens de dire, hein, de bien savoir où on peut bouger les choses et surtout de savoir ce qui n'est pas bougeable, parce que ça, il faut éviter d'aller sur un territoire en dialogue et en faisant croire aux gens qu'on peut faire des choses alors qu'on ne peut pas les faire. Et il y a aussi, quelque chose qui est très, très important, d'être dans un esprit d'ouverture très, très fort. C'est-à-dire que quand vous commencez à entrer en interaction avec le territoire, il ne faut pas venir avec des certitudes absolues en disant, voilà, nous on va faire comme ça, comme ça, comme ça et rien ne peut être bougé. Parce que là, pour le coup, vous mettez vos partenaires, en danger. Alors quand je dis partenaires, c'est pas les partenaires techniques, ça peut être les supporters aussi, hein. S'il y a un élu qui vous accompagne, si vous venez avec des certitudes et que vous venez rencontrer un territoire pour lequel ça ne fonctionne pas, et ben, vous allez être, en zone de conflit et pour le coup, ça va mettre l'élu en porte-à-faux et je le répète, il risque de changer de camp et de passer du côté des opposants. Donc ça veut dire être en ouverture, être en capacité de dire: «On accepte de regarder, ce qui est faisable en termes d'ajustement du projet». Ça ne veut pas dire que vous allez accepter tout ce qu'on va vous demander, mais ça veut dire que vous acceptez de regarder, les différentes, solutions et c'est pour ça que la phase stratégie est très importante parce que vous devez savoir exactement ce que vous pouvez bouger avant ou ce que vous ne pouvez pas bouger. C'est-à-dire que si les personnes vous disent: «On veut mettre ça en débat», si c'est les personnes qui vous disent: «On veut le mettre en débat», vous pouvez le faire. En revanche, ne mettez jamais en débat quelque chose que vous savez qui pertinemment, vous savez ne pas pouvoir être modifié, ajusté. Parce que ça, c'est très, 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 très dangereux. Parce que dès qu'on s'aperçoit que vous avez fait une fausse promesse, tout s'arrête et votre projet, il est mort. Donc dans le dialogue avec le territoire, il faut présenter les ajustements et les évolutions du projet en se référant uniquement aux éléments issus du dialogue. Donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire si vous partez en dialogue, alors je le répète, il y a encore la possibilité de partir en voulant passer sous les radars. Je pense que les chances de succès vont être de plus en plus, réduites, mais bon, de temps en temps, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. En tous les cas, quand vous partez dans des démarches de dialogue, il faut que vous alliez jusqu'au bout de la démarche en disant: «On met en place un dialogue,
qui soit très fort ou pas engageant, hein. Donc, la consultation, c'est une sorte de dialogue pas très engageante, mais il y a quand même il faut revenir vers le territoire et il faut revenir vers le territoire en disant: «Voilà ce que nous on retient de la consultation». Mais il faut qu'il y ait un retour et ne revenez jamais vers le territoire en comme je le dis un peu d'une façon triviale, en sortant un lapin du chapeau. Il ne faut pas qu'il y ait des éléments nouveaux. Il faut que tout ce que vous voulez, restituer, dire: «Voilà comment va être notre projet final. Voilà quels sont les éléments qu'on va présenter en dossier final, aux demandes d'autorisation». Il faut que ça soit issu du débat. Donc toujours important de bien mettre dans le débat ce qui est important pour vous, ne rien cacher et regarder tout ce que les gens peuvent vous proposer. Donc si vous respectez tous ces points, ça marche. Pour l'instant, nous, ça marche à tous les coups. Donc on arrive à constituer une zone de confiance dans laquelle vont rentrer les gens, les plus, objectifs, on va dire. Donc que ça soit des élus, des riverains, des associations, des agriculteurs, des les services de l'État et il y a la confiance qui va se créer autour de votre projet. Parce que vous aurez fait la démonstration à travers cette démarche que vous êtes quelqu'un, vous êtes un porteur de projet, une entreprise qui est respectueuse du territoire. Et cette approche-là, elle marche aussi bien en mode pompier, c'est-à-dire si un projet est bloqué, on peut intervenir avec ces approches-là, ou en anticipation, aux études de préfaisabilité. Et je vous ne cache pas que si vous êtes en anticipation, c'est là que vous dépenserez le moins d'énergie, surtout affective, hein, c'est pas de conflit, quasiment pas, ou s'il y en a, bah, ils sont réduits, alors qu'en mode pompier, bah, on est plutôt dans des zones conflictuelles, donc vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie, pour vous, le chef de projet, pour toute l'entreprise et puis moins d'énergie, moins d'argent puisque, il y a beaucoup moins d'allers-retours qui doivent être faits, de marche arrière, de pas sur le côté et ça, on sait toujours que c'est très, très, très coûteux, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on peut regarder est-ce qu'on a un peu de temps encore? On peut regarder là, j'ai vu que vous avez très prolixe là sur le chat, c'est très bien. Donc si on se concentre jusqu'à l'exploitation agricole, ah oui, ça on a parlé tout à l'heure, le côté, rémunérateur, quel est l'intérêt de faire de l'agri-PV par rapport à une toiture classique? Ça on a déjà parlé tout à l'heure, hein. Hem, Quels sont les outils permettant de mesurer l'acceptabilité? Bah, écoutez, il y en a certains qui se développent. Nous, on a développé nos propres outils, hein. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. Il y a un algorithme qu'on a développé qui s'appelle START et qui vous permet d'évaluer le potentiel d'acceptabilité de votre projet. Il est basé sur un questionnaire et vos réponses, rentrent dans un algorithme qu'on a mis en correspondance, bien évidemment, avec les éléments sensibles qui sont dans les perceptions et ça vous permet de mesurer un potentiel. On est bien sur des potentiels d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on est basé sur d'évaluation de perception, probable de votre projet. Alors bien évidemment, on est sur de la simulation, mais on le fait tourner depuis longtemps et vraiment ça nous donne à chaque fois des informations très précises sur ce qui va se passer, quand le projet va rencontrer son territoire. Alors, il existe des outils de veille, mais aussi des outils de dialogue territorial, permanence d'information, porte-à-porte, comité de suivi qui sont autant de poignées sur les infos. OK. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que, il y a plein d'outils, comme vous dites, qui existent. En revanche, ce qui est fondamental, c'est d'avoir le cadre dans lequel on les met, on les utilise. Parce que de mettre bout à bout, des outils, que ça soit du porte-à-porte, de la permanence d'information, comité de suivi, sans forcément qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une stratégie, une vraie stratégie, bah, ça fonctionne de temps en temps, mais on ne peut pas garantir le fonctionnement. En revanche, une fois qu'on a la stratégie d'acceptabilité, une fois qu'on sait vraiment, avec qui on veut parler, comment on veut parler, de quoi on veut parler, on met en place le dispositif et bien évidemment, ce dispositif, il va venir chercher des outils existants parce que les outils, tout le monde les a. Ce que les gens n'ont pas encore, c'est quel est le fil directeur, quel est le fil rouge, quelle est la stratégie d'acceptabilité et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence.
Donc, bien évidemment, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais que certains, déjà, le font. Ce que j'ai observé moi, c'est que, on est, en capacité par ce genre de retour d'expérience, d'avoir un cadre, qui est applicable d'un projet à un autre. Alors ça, c'est surprenant. Pourquoi c'est applicable d'un projet à un autre? Puisqu'on sait qu'à chaque fois, on va avoir un binôme projet-territoire qui va être différent. Donc ça, ce sont des spécificités à la fois du projet et du territoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais 2 fois le même cas d'étude, mais en tous les cas, on s'aperçoit que, par une analyse du potentiel d'acceptabilité du projet, de la sensibilité du territoire et une démarche de stratégie d'acceptabilité, on est en capacité de reproduire un process qui va s'alimenter avec des spécificités du territoire et avec les spécificités du projet. Ça veut dire qu'on est en capacité de démultiplier très rapidement une approche qui va permettre de traiter, plusieurs projets en parallèle avec un taux de succès, assez fort puisque, c'est pas les c'est on n'impose rien ni au projet ni au territoire. On impose simplement une démarche, un cadre, une stratégie et qui va s'alimenter, je le répète, avec les caractéristiques du projet et du territoire. Ça veut dire qu'on ne on est bien en capacité, d'avoir une conduite de projet complètement d'acceptabilité, complètement adaptée au projet et au territoire. Ce qui pour l'instant, souvent fait défaut dans les démarches de conduite de projet de tous les développeurs qui sont toujours très bonnes, hein, en termes de conduite de projet, c'est qu'il y a difficulté à intégrer dans cette conduite de projet cet élément, d'acceptabilité, d'acceptation sociétale, humain, comme vous voulez, puisque ce sont des éléments beaucoup plus subjectifs que d'instruction d'un dossier ou le côté technique. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée de rentrer ça dans le cadre, d'en faire une stratégie et d'avoir un fil conducteur, qui va nous conduire jusqu'au bout, et je l'illustre avec cette photo-là puisque c'était un projet photovoltaïque, qui était fortement contesté. Donc dans les outils, qu'on utilise, nous aussi classiquement, bien sûr, il y a les permanences qui sont des permanences un peu particulières, qui que l'on dans lesquelles on fait à la fois de la formation, mais aussi du dialogue, dématérialisé. Mais on ne commence jamais par des réunions publiques, puisqu'on sait que c'est de plus en plus dangereux. En revanche, on termine souvent par des réunions publiques une fois que tout est apaisé et une fois que les supporters sont là, présents, bien identifiés, parce que c'est là qu'on va renforcer, la cohésion du territoire autour du projet et c'est un événement fédérateur, et à partir de là, le porteur de projet, il est en toute tranquillité, il peut discuter, tranquillement avec tous les acteurs du territoire. Start, est-ce aussi pour le photovoltaïque? Oui, oui, vous avez sur Start, vous verrez, vous avez méthanisation, photovoltaïque, je crois que agrivoltaïque et je ne sais plus si agrivoltaïque et photovoltaïque, pour l'instant, on l'a pas forcément différencié. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites le test, Start, vous prenez rendez-vous et à partir des résultats de Start, moi de mon côté, j'aurai le rapport complet, détaillé et on peut échanger autour de votre projet et je pourrais déjà vous donner quelques indications, pour, éventuellement si vous rencontrez des difficultés ou pour votre démarche, d'acceptabilité si vous en avez besoin. Si votre Start vous dit que vous êtes en vert, ben, si vous êtes en vert, tout va bien, il n'y a peut-être pas forcément de démarche d'acceptabilité, particulière à mettre en place, peut-être de l'information. Donc voilà, n'hésitez pas, merci aux personnes qui avaient besoin d'informations, donc vous pouvez toujours me questionner, par email. Donc je m'aperçois que mon email a disparu de la diapo là, et pour les autres personnes qui ont des questions plus particulières, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. Donc on a 30 minutes à passer ensemble au téléphone pour échanger autour de vos projets. Si pour le mail, donc vous pouvez m'écrire à info arobase, acceptableavenir.eu. Acceptableavenir.eu, c'est le nom de domaine du site internet que vous trouverez facilement, voilà et info arobase acceptableavenir.eu et vous pouvez m'envoyer vos mails pour continuer les échanges. Voilà, merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne chance pour vos, projets respectifs. Au revoir.